L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous avions donc prévu de parler de l'emprise. Nous pouvons tous être sous emprise, celle d'une addiction, d'une passion, d'une secte, d'une personne, d'un système. Nous serions donc sous emprise si nous sommes dans ces cas-là, dans une relation toxique de domination tyrannique à soumission inconditionnelle. La personne, le groupe de personnes, la communauté ou même le peuple sous emprise est nécessairement privé de son libre arbitre. Il ne pense plus par lui-même, ni n'agit de son propre chef. Il est conditionné pour ne penser et interpréter comme cela lui a été dicté, inséminé. Dans le même temps, le manipulateur, le dominant qui exerce l'emprise, se construit un rôle d'autorité indispensable, incontestable, qui ne peut être remplacé par personne d'autre, ni par quelque autre système. Le dominant finit toujours par croire lui-même qu'il est infaillible, irremplaçable, et que contester son autorité et donc son emprise ne peut être moralement toléré. Dans le même temps que la personne ou le groupe sous emprise se déshumanise et se moutonise, le dominant entre dans une sorte d'addiction narcissique. Écoutez cet extrait de la définition de l'emprise psychanalytique par le dictionnaire Larousse. Il vous suffit juste de remplacer la personne sous emprise par société ou peuple sous emprise. Écoutez, j'ouvre les guillemets. Relation de domination, de manipulation et de maltraitance utilisant la violence psychologique, dévalorisation, isolement de l'entourage, contrôle, menace, etc., voire la violence physique ou l'abus sexuel, en alternance avec des marques d'affection, ce qui a pour effet de vulnérabiliser une personne et de la maintenir dans un état de dépendance psychologique et ou matérielle. Je ferme les guillemets et tout y est. C'est la photocopie du régime algérien reproduite à l'échelle d'un peuple. Un système qui prend le contrôle d'un pays par la violence et la subversion, mais qui, pour le garder, ce pouvoir, ne peut pas recourir indéfiniment à la force, même si celle-ci a été légitimée et que ce régime s'est accaparé tous les symboles de l'État. Ce système tyrannique ne se refuse donc pas l'usage de la force, lorsque le peuple ne lui en laisse pas le choix. Mais il ne peut pas être dans la seule répression. Elle se retournerait fatalement contre lui. Il doit donc soumettre la population par d'autres moyens que la violence, même si celle-ci reste toujours présente, serait-ce pour dissuader toute velléité révolutionnaire. Mais en temps normal, c'est-à-dire celui de l'opium, le système dominant doit incessamment conforter son emprise sur les multitudes. Pour arriver à ses fins, il doit d'abord neutraliser les élites intellectuelles potentielles qui résident naturellement dans toutes les sociétés. Lorsque ces élites existent de façon notable, un tel système ne peut pas se cristalliser, ne peut pas naître, pour la simple raison que de vraies élites sont antinomiques à une telle formation
et que même si un tel dysfonctionnement pouvait se produire, ces élites ne peuvent être ni corrompues ni réduites, non pas parce qu'elles sont animées par une quelconque éthique en elles-mêmes, mais parce que ces élites saisissent, qui sont de vraies élites, saisissent très vite qu'un tel système n'est pas viable, qu'il est suicidaire et qu'il entraînera fatalement toute la nation dans son inéluctable chute. Ce genre d'élite est donc rédhibitoire avec un tel système et inversement. Dans le cas de l'Algérie, et dès l'indépendance, du fait même de l'été noir qu'a été la longue nuit coloniale et de l'épouvantable hémorragie provoquée par la répression coloniale, le réservoir des élites politiques avait été réduit à sa plus simple expression. Le régime naissant a donc vite compris qu'il lui fallait domestiquer ou neutraliser les rares individualités qui pouvaient constituer des élites et le démasquer, voire le combattre et rallier autour d'elles les forces populaires. Et c'est ce qu'il fit. Et c'est ce qu'il a fait. Il est parvenu à corrompre d'authentiques leaders révolutionnaires. Et ceux qu'il n'a pu phagocyter, il les a physiquement liquidés. Parfois jusque dans leur lointain exil. Dans le même temps, il a créé de toutes pièces de fausses élites, de faux moujahidines, de faux représentants du peuple, de faux journalistes, une fausse justice. Et dans la foulée, il s'est investi lui-même du legs révolutionnaire, digne héritier de l'armée de libération nationale. Aujourd'hui, et depuis 1962, malgré les successifs sursauts du peuple algérien, malgré la sanglante répression de la junte contre ces sursauts de dignité, l'emprise sur des millions d'Algériens est plus présente que jamais. Jamais la propagande et l'anesthésie des foules n'ont été aussi intenses. Jamais les relais politiques du régime, partisans, clientélistes, médiatiques autour du système n'auront été aussi prolifiques. Parce que les effets de l'emprise semblent se dissiper, menacent de se dissiper. Parce que le système est tombé dans une logique cannibale, que les barons du régime s'entre-dévorent, et parce que le printemps des peuples peut refleurir à tout moment. Le syndrome de Stockholm et l'emprise psychologique ont besoin de beaucoup d'argent et d'une irréprochable cohésion au sein du système, de la mafiocratie, pour pouvoir continuer de maintenir les populations sous l'obéissance. En l'occurrence, il semble que ce ne soit plus le cas et que le réveil est pour une aube prochaine. على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.